Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Je continue dans ce topo lecture à avancer dans mes challenges, c'est-à-dire le challenge lisons du belge ou lisez-vous le belge en novembre, le challenge du Black November. J'avance également dans tout ce qui est Pumpkin Autumn Challenge et puis je rajoute un peu de théâtre et de la bande dessinée. Voilà ce que tu vas retrouver aujourd'hui. Et le premier que je vais te présenter, c'est Le Trajet aux éditions Espace Nord. Donc, c'est le livre belge, d'une autrice belge en tout cas, qui a été écrit donc par Marie-Louise Aumont. Le roman a été publié en 1976. On va suivre une femme qui, à la première personne du singulier, va nous emmener dans son quotidien, et même plus, c'est dans ses routines. C'est minute après minute quasiment. C'est quelqu'un avec qui on va être dans sa tête, on va évidemment cheminer avec elle, on va voir ce qu'elle voit, c'est-à-dire que tout va être détricoté, on va comprendre ce qu'elle ressent, ou en tout cas on va voir de manière brute ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle entend, et comment est-ce qu'elle interprète un petit peu tout ça, sachant que c'est quelqu'un d'extrêmement routinière, donc quand on parle, quand on entend métro, boulot, dodo, et bien avec elle c'est vraiment ça, au premier degré, puisque le trajet fait référence au trajet qu'elle effectue tous les jours, 2 fois par jour, pour aller à son travail. Et ce sont ces petits moments du quotidien qui sont retracés ici. Sa vie est donc très rangée, elle est mariée, elle n'a pas d'enfant, elle a son travail, et finalement pas grand-chose, même rien à côté de ça, pas de vie sociale. Elle a besoin d'être dans le contrôle, et donc cette routine lui va bien. Chaque chose est à sa place, elle n'aime pas les imprévus, elle prend son bus à la même heure, elle voit du coup les mêmes gens dès que c'est quelqu'un d'autre, elle est perturbée ou elle peut être perturbée. Donc voilà, tu peux un petit peu te rendre compte du niveau de son besoin d'être dans un contrôle de ses habitudes. C'est donc une écriture qui est extrêmement introspective évidemment, qui fait des va-et-vient aussi entre le présent et le passé. Et un peu à la Mrs Dalloway, j'ai trouvé, on papillonne d'une idée à l'autre. Du coup, ça peut être un petit peu diffus parce que elle va commencer par expliquer qu'elle met des gants, et le fait de mettre ces gants va nous amener petit à petit, ou va nous faire dévier sur la façon dont les autres s'habillent. Les autres, en l'occurrence, ce sont ses collègues. Mais donc, voilà, on dévie et on passe à un autre sujet petit à petit, alors que le sujet de départ n'était pas vraiment celui-là. Alors ici, c'est mettre des gants et puis s'habiller, mais on dévie encore. Là, j'ai pas noté ce vers quoi elle se dirige, mais on digresse totalement. Il faut donc s'accrocher au récit parce que sinon on peut se perdre. L'objectif n'est pas que ce soit palpitant, hein. Je le disais, c'est introspectif et il faut vraiment garder ça en tête. En tout cas, il me semble que Marie-Louise Aumont veut qu'on explore la psyché de ce personnage dont on n'a, je pense, jamais le prénom. C'est parfois un petit peu longuet. Il y a certains passages que j'ai trouvés un peu longs parce que il y a de longs passages très détaillés, mais sur des choses évidemment, comme je le disais, de la vie du quotidien. Donc c'est pas toujours très intéressant, et parfois je trouve que l'autrice s'appesantit un petit peu trop sur ces menus détails. Je trouve que parfois on pourrait passer un petit peu plus rapidement. Je trouve par contre que la manière dont elle explore toute la dimension psychologique de ce personnage est vraiment incroyable. Il y a, je trouve aussi, beaucoup d'intelligence dans son écriture. Il y a pas mal de thèmes qui sont abordés et qui sont très intéressants. Un dénouement aussi qui est là pour le coup bien trouvé, et un scénario qui est bien mené. Par contre, même si donc intellectuellement, à certains moments, j'ai bien aimé ma lecture, de manière globale, c'est pas la plus agréable des lectures, malheureusement, parce que je trouve que cette manière de digresser nous rend, je trouve, parfois l'accès à sa psyché assez complexe, et on passe parfois d'une situation à une autre ou d'une pensée à une autre sans trop d'explications. Heureusement qu'il y a une postface d'ailleurs qui explicite les intentions, ce qu'on a voulu dire, parce qu'il y a quelque chose sur lesquels j'étais passée à côté tellement c'est subtil,
Et heureusement qu'avec la postface, j'ai pu revenir à ma lecture et comprendre ce que l'autrice voulait nous dire. C'est grosso modo une lecture qui est très intelligente. C'est quelqu'un qui écrit remarquablement bien, mais je trouve que c'est pas très accessible. Pour le coup, ça demande vraiment une relecture, mais une relecture conscientisée et une analyse qui est assez poussée aussi. Je parle évidemment en termes de psychologie, on comprend tous les mots, mais il y a pas mal d'analogies, il y a de choses un petit peu cachées. Elle joue avec les mots qu'elle utilise parce qu'elle fait référence à autre chose, avec des thématiques qui sont communes pour aller quelque part. Alors c'est volontairement nébuleux, pas parce que j'essaie de faire un effet de style, mais parce que si je te dévoile ce qu'elle a voulu me dire, bon là pour le coup c'est dommage. Maintenant si tu tombes sur ce texte, sur cette édition, tu auras la postface. Et là si tu as envie de lire cette postface avant, eh bien libre à toi. Mais moi j'essaie de rester quand même dans cette surprise du texte. Et puis peut-être que d'autres vont tout de suite comprendre ce qu'elle a voulu mettre en place. Voilà, moi j'ai trouvé ça assez ardu, assez brillant, mais du coup la lecture c'est pas la plus agréable de prime abord, même si elle me reste et que je trouve que c'est un texte qui est bien fait et à retenir. Je pense que je vais le garder en tête. Voilà, donc on verra comment ce texte évolue dans ma vie de lectrice et quelle place ce livre va prendre dans ma vie de lectrice également. J'ai ensuite lu Jolies ténèbres, dont il n'y a pas la petite jaquette. C'est écrit et illustré par Vellman et Kerascott. Donc cette bande dessinée a été publiée en 2017 aux éditions Dupuis. Je ne te montre pas tous les graphismes, mais tu vas retrouver ces éléments-là. Et puis d'autres un petit peu plus sombre par la suite. C'est une bande dessinée qui se lit extrêmement rapidement. Grâce à cette bande dessinée, on a le plaisir de s'immerger petit à petit et de ne pas savoir où on va. Comme je te l'ai montré, le graphisme a de belles couleurs chaudes, c'est assez mignon. J'ai eu l'impression, moi, que c'était un petit peu le graphisme de Anna Anna. Alors, je ne sais plus qui est l'auteur, peut-être que c'est eux, mais voilà. En tout cas, je retrouvais un petit peu ça de Pico Bog ou de Anna Anna. Par rapport à l'histoire, ici, on va suivre Aurore, qui est une petite fille. On suit également plusieurs autres personnages qui cherchent à s'abriter. On les voit sortir d'un endroit et tous ensemble doivent s'abriter, vivre ensemble. On est un petit peu aussi à la Sa Majesté des mouches, sans que ce soit vraiment développé. On n'est pas dans le même genre, mais c'est au départ, en tout cas, ça peut nous y faire penser, puisque ce sont des enfants qui sont seuls et qui doivent vivre ensemble, se trouver et survivre. On a un petit peu l'idée que des choses peuvent se cacher derrière ces apparences mignonnes et gentilles, parce que le diable peut se cacher en chacun d'entre nous. On plonge vraiment, je trouve, avec stupeur dans l'horreur parfois du comportement humain. Et comme ce sont des enfants, c'est encore pire. Alors, je le dis parce que ce n'est pas une BD accessible aux enfants. Donc voilà, il y a quand même un peu de violence, il faut le savoir, je trouve. Maintenant, voilà, je ne t'en dis pas plus. C'est une BD que j'ai aimé découvrir, mais, et je vais t'expliquer pourquoi, maintenant je commence un petit peu à me connaître. Pour moi, ça manquait d'explication, et encore une fois, c'est voulu. Parce que quand je suis sortie de ma lecture, je me suis dit, ou en tout cas je me suis demandé, ce que les auteurs avaient voulu dire. J'ai essayé de trouver des explications, j'en avais quelques-unes, mais j'étais insatisfaite parce que je ne trouvais pas de réponse, que je n'étais pas sûre, que des choses ne se tenaient pas, etc.
Je suis donc allée rechercher un petit peu sur internet parce que j'avais envie d'avoir l'explication. Et je suis tombée sur une interview des auteurs qui disaient que ils ne voulaient pas qu'il y ait d'explication, que c'était volontaire, que c'était laissé en suspens. Donc évidemment je comprends, puisqu'ils parlent aussi du fait qu'ils ont envie de créer cette frustration et peut-être ce malaise auprès des lecteurs. Donc c'est réussi. En ce sens-là, honnêtement, c'est magistral parce que j'ai été très frustrée à la fin de ma lecture et j'en ressors avec ces différentes sensations qui ne sont pas des plus agréables, mais je trouve que c'est une bonne bande dessinée. J'aime beaucoup, voilà, j'ai bien aimé les graphismes, j'aime bien aimer l'histoire, voilà. Mais pour moi, évidemment, comme il manquait ces éléments-là un peu plus explicites, je ne peux pas dire que ce soit un coup de cœur à cause de ça, et ça c'est parce que moi quand je recherche une lecture, si jamais je dois imaginer quelque chose, et j'aime bien que cela se base sur quelques éléments, ou que ça puisse être dans un sens ou dans un autre, mais que je puisse être satisfaite un petit peu de la direction que j'ai choisie. Bon, ici il n'y en a pas assez, et ça fait trop appel à l'imagination, à l'inconnu, et voilà. Donc c'est une bonne lecture, mais qui ne sera pas dans mes coups de cœur à moi. Ensuite, pour le Black November, il fallait lire en semaine 4, si je ne m'abuse, un titre qui contenait un mot lié à la mort. J'ai donc sorti d'Elise Peters Un cadavre de trop. On est aux éditions 10-18 et l'autrice qui a été traduit de l'anglais par Nicolas Gilles, enfin l'autrice, le texte de cette autrice a été traduit de l'anglais par Nicolas Gilles, a publié ce texte en 1979. C'est une autrice du XXe siècle anglaise qui, à la base, ne s'appelle pas Elise Peters, mais qui s'appelle Edith Pargeter. Je ne sais pas comment ça se prononce. On est sur sa série Frères Cadfael, et a priori, c'est le deuxième. En tout cas, en anglais, c'est le deuxième tome. Je ne sais pas si le premier a été traduit. Je pense que oui. En tout cas, on est sur le deuxième tome de cette série, qui est une série que je connais depuis que je suis adolescente, que j'adore, et qui m'a ouvert le genre des policiers à énigmes, parce qu'avec Agatha Christie, c'est ma deuxième autrice préférée du genre. L'histoire se situe, en tout cas l'intrigue se situe au XIIe siècle, en 1138 exactement, en Angleterre. On est en plein pendant la guerre civile qui oppose Étienne et Mathilde. Et donc c'est un gros point positif que j'adore parce que c'est un policier historique. Et là, non seulement on apprend parce que le contexte historique est véridique, mais en plus, il ne sert pas juste de décor. Tout le contexte influe sur l'histoire et est intimement mêlé. Tout s'imbrique dans le roman. Et ça, je trouve ça important parce que ce n'est pas juste quelque chose qu'on appose là au milieu ou derrière l'histoire. Le contexte et la politique a un rôle important. J'aime beaucoup ça. En plus, donc, on est au XIIe siècle, donc pendant le Moyen-Âge. Le frère Cadfael est moine, ancien croisé, donc on a toutes les thématiques puisqu'il est herboriste, on parle des croisades, on a les références à la religion. Bref, il y a plein de choses, donc c'est très très immersif, j'adore ça. Ici, ce qu'on apprend, c'est que le frère Cadfael doit récupérer des cadavres et les restituer à leur famille. Mais le compte n'est pas bon, il y en a un de trop. Donc frère Cadfael est comme Hercule Poirot ou Sherlock Holmes, mais en mieux, parce qu'il a un capital sympathie, il a de l'humilité, il a un passif militaire, une force physique, il se remet en question, il sait qu'il a péché ou fauté, peu importe le terme. Il y a cette idée de rédemption, mais en même temps il sait qu'il est humain et qu'il peut encore se tromper, mais il fait de son mieux. Bref, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel, frère Cadfael, et de très très attachant. Ici, je me suis replongée avec délice dans ce texte. Je ne sais plus trop si je l'avais lu, je pense que oui à l'époque, mais je n'avais pas beaucoup de souvenirs et donc je reprends un petit peu cette série. En tout cas, j'ai envie de reprendre les différents tomes. Elise Peters écrit super bien, à mon sens. On retrouve, comme je le disais, puisque c'est immersif, les mœurs du Moyen-Âge et tout le décor, évidemment, les habits, les termes. Bref, c'est top.
Parfois, c'est un petit peu caricatural au niveau des personnages. On est dans les valeurs des chevaliers. Ils s'aiment vite, ils s'apprécient rapidement, ils se détestent cordialement. Il faut protéger les dames. Voilà, bon. Il y a ces petits aspects-là qui peuvent déranger, mais si on se laisse aller, c'est ok. Les personnages sont, comme je le disais, gris. Hein. Ils sont méchants, mais parfois ils ont des comportements qui sont appréciables et vice-versa. On peut aussi être amené à suivre des personnages qui sont entre guillemets gentils, mais qui commettent de mauvaises actions et puis s'en repentent. Donc voilà, t'as compris en tout cas ce que je voulais te dire quand je parle du fait qu'ils sont gris. Par rapport à l'enquête, là aussi, c'est pas une enquête avec plein de rebondissements et un dénouement de fou. Par contre, c'est un roman qui, un peu à la Agatha Christie, parsème le texte de petits indices et puis Frère Cadfael avance pas à pas. Il y a parfois aussi de la réflexion parce qu'il est en compétition avec un protagoniste avec lequel il doit lutter, il doit être plus intelligent. Donc c'est un roman dans lequel on fait appel à l'intelligence du protagoniste et donc on est totalement dans la lignée de Poirot, de Miss Marple, de Sherlock Holmes. Sans que ce soit tarabiscoté, comme j'ai pu le retrouver parfois dans un précédent topo, je te l'ai expliqué. Et donc j'aime bien parce que ça reste très concret, très cohérent, très réaliste. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me touche quand c'est bien fait et que c'est accessible de cette manière-là. Donc tu l'auras compris, cette lecture-là pour le Black November a été excellente. J'adore toujours Frère Cadfael et j'espère en lire bientôt d'autres. Et si tu ne le connais pas et que certains éléments t'ont parlé, je t'invite à le découvrir. Il se lit vraiment tout seul et puis vraiment c'est une très très chouette lecture. C'est parti pour la pièce de théâtre, un classique que je ne te présente plus, mais bon, je vais quand même te le présenter un petit peu. C'est Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare évidemment, on est aux éditions Livre de Poche. Shakespeare, donc l'auteur du XVIe siècle, a publié cette pièce-là en 1596. Dans cette pièce, il y a plusieurs trames en parallèle. Grosso modo, ce sont plusieurs couples qui se font, qui se défont. Donc, pour te donner un petit exemple, Helena aime Démétrius, qui aime Hermia, qui aime Lysandre, qui l'aime en retour. Ouf, il y a quelque chose qui se passe bien. Quand à la cour d'Athènes, on passe aussi dans la forêt des fées, eh bien se mêle à ces différentes histoires d'amour un filtre d'amour qui peut semer la zizanie, voire le chaos. Alors, j'ai trouvé que dans ce texte, dans cette pièce, l'écriture était vraiment belle et pas mal de dialogues, pas mal de répliques étaient bien envoyées. Le traducteur explique certains jeux de mots, ce que j'ai apprécié, parce que ce sont des jeux de mots en anglais, et comme évidemment c'est un texte en français, eh bien je ne peux pas comprendre ces références-là, et donc je trouve que c'est pas mal de les indiquer, et ça permet de se dire aussi que si on lit en anglais et qu'on a un bon niveau pour pouvoir comprendre ce que Shakespeare veut nous dire, il y a certains jeux de mots qui sont, je trouve, qui doivent bien fonctionner, en tout cas dont l'effet doit être pas mal. Je trouve qu'il y a pas mal de phrases qui sont bien tournées et en plus, ce qui ne gâche rien, plein de petites touches sarcastiques et je pense que si tu me suis, tu commences à savoir que ça j'apprécie. Donc ça c'est le côté positif. Alors je dis pas que toutes les phrases sont belles, toutes ne sont pas bien tournées, mais il y en a quand même pas mal qui, à la lecture, me faisaient me dire que c'était très appréciable. Ce que j'ai moins aimé par contre, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, beaucoup trop de personnages. Donc on ne sait pas creuser, c'est pas l'aspect psychologique non plus, ou le fait de creuser les personnages qui compte, mais parfois on s'y perd, et à partir du moment où on sait enfin qui est qui et qu'on a leur nom, eh bien la pièce se termine, donc c'est un petit peu dommage. En plus, je trouve que certains personnages apportent peu à la pièce. C'est une pièce qui laisse une part belle à l'imagination. Alors j'ai pas franchement ri, hein. J'ai trouvé que certaines choses étaient sarcastiques, mais donc ça m'a fait un petit peu relever mes lèvres, mais sinon ça ne m'a pas fait franchement rire. Surtout que parfois c'est un petit peu trop vaudevillesque pour moi, mais voilà, ça reste plaisant et c'est une lecture que j'ai bien aimé faire, une pièce que j'ai bien aimé découvrir. Je suis restée dans l'imaginaire et j'ai enchaîné avec l'été
et la mer de George Turner, traduit de l'anglais ici par Olivier Béranval. On est aux éditions Nemos dans leur collection Mu. Ça a été publié pour la version originale en 1987 et pour la version française ici, c'est sorti en 2024. Alors George Turner est australien et c'est un auteur du XXe siècle, puisque évidemment c'est sorti en 1987, tu auras déduit par toi-même. J'avais choisi ce texte parce que je l'ai acheté à la foire du livre de l'année dernière et j'avais choisi ce texte dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Je ne sais plus dans quelle catégorie, mais peu importe. On est sur un ouvrage assez conséquent et c'est un roman d'ailleurs qui a eu le prix Arthur C. Clarke. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'histoire, on se situe en 2150, dès que l'histoire commence. Les eaux sont montées et plusieurs personnages sont sur un bateau. On les suit dans leur petite discussion. On apprend un petit peu pourquoi ils sont sur ce bateau. Est-ce qu'ils ont envie d'observer? Parce qu'ils se rapprochent de vestiges, de bâtiments qui datent de 2044. Ils s'y rendent et l'un des personnages, Andrea, entre en possession d'un roman écrit par l'un des autres protagonistes qui retrace en fait la vie en 2044 et comment petit à petit les bâtiments ont commencé à être submergés, comment le monde s'est transformé en 2044 et comment on en est venu finalement quelques années plus tard à ce que cette génération-ci, la génération qu'on suit, connaît. On sait que c'est à cause de conditions climatiques désastreuses que cela s'est effondré. On apprend également que, en tout cas dans le manuscrit, on va apprendre comment le système monétaire va s'effondrer aussi. Et donc dans ce passé, dans ce manuscrit qui est lu par Andrea, on va suivre une famille qui a connu directement et qui a été confrontée à ce changement et à cette évolution progressive, parce que à cette époque-là, il y a aussi un système de caste. Et voilà, ça je te laisse découvrir parce que moi j'ai bien aimé me lancer et ne pas connaître cette distinction-là. Alors globalement, moi j'ai beaucoup apprécié ce récit d'anticipation. Je trouve que les idées sont extra. Dès le début de ma lecture, je trouvais qu'il y avait des éléments qui étaient assez impressionnants. Je trouve que c'est un excellent roman d'anticipation avec beaucoup d'éléments originaux. Parfois, malheureusement, j'ai trouvé que c'était un peu trop développé pour le coup, parce qu'on se perd dans les détails, ça prend un petit peu trop longtemps alors qu'on a compris l'idée, on a compris les mécanismes de ce monde. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on plonge dans cette horreur, c'est un monde qui fait écho avec le nôtre, et donc on ne peut que se sentir un petit peu effrayé parce qu'on pourrait arriver à quelque chose de similaire. Je trouve que George Turner montre avec beaucoup d'intelligence comment un monde, comment un système peut s'effondrer petit à petit sans que personne ne bouge finalement, parce que ça s'accepte et les changements s'opèrent sans que personne ne se révolte, sans qu'il n'y ait de changement, parce que tout se fait subtilement et petit à petit. C'est un énorme point positif du roman. Un autre petit point négatif, c'est que j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions en fait. Peu m'importaient les enjeux des personnages. Alors les personnages n'étaient pas très attachants, c'était voulu aussi, ce qui fait que je me suis pas sentie très très proche d'eux et je les ai pas forcément appréciés ou j'ai pas aimé les détester non plus. Enfin voilà, j'étais assez indifférente par rapport à ces personnages. Et puis je trouvais que parfois c'était un petit peu lent, donc je n'avais pas non plus super envie d'y retourner. Enfin, dans le sens où j'étais contente quand j'y retournais, mais j'étais pas impatiente d'y retourner. Et ça, c'est parce que je trouvais que parfois, c'était un petit peu lent. Donc, de manière générale, bonne lecture, bonne découverte. Je comprends que ce soit un classique, en tout cas, classique, je sais pas si c'est le mot, mais je comprends pourquoi ce roman a eu le prix Arthur C. Clarke, parce que à ce niveau-là, au niveau scientifique, analyse, anticipation, prédiction, ou en tout cas alerte sur les dangers futurs, c'est vraiment très 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 bien fait, très intéressant, très original, très impactant, voilà, très très beaucoup de choses. En tout cas, moi j'ai aimé cette morale, ce message qui est toujours d'actualité et qui reste donc glaçant.
Je termine avec une lecture que j'ai un tout petit peu moins appréciée, c'est Ne t'en fie plus d'Harlan Coben. Je l'ai lu dans le cadre de la 5e semaine du Black November. Là, pour le coup, il fallait lire un livre. Sur sa couverture, il devait y avoir un corps humain, une partie du corps humain. On est aux éditions Pocket. Ça a été traduit de l'anglais par Roxane Azimi, puisque Harlan Coben est américain, états-unien, et il a publié Ne t'en fie plus en 2019. Voilà pour les petites infos. Dans ce thriller, Simon recherche sa fille Paige qui a disparu. Il apprend à un moment donné, mais assez rapidement, que sa fille est devenue SDF. Quand il la retrouve, elle est en compagnie d'Aaron. Elle ne veut pas venir avec lui. Donc son père se bat avec Aaron. Pendant qu'il se bat avec Aaron, sa fille s'enfuit. Le petit problème, c'est que quelques jours plus tard, Aaron est retrouvé mort, puisque la vidéo de la lutte entre Aaron et Simon a été diffusée partout. Il y a pas mal de témoignages qui convergent vers Simon, et donc il est accusé de meurtre. On va suivre donc d'une part cette enquête pour savoir si c'est lui le responsable coupable, si pas, qui est-ce. Et puis on va essayer de retrouver sa fille, et puis il y a d'autres choses qui se mêlent. Donc ça, il faut le lire pour les découvrir. Je ne vais pas te révéler toutes les ficelles du livre. Ce qui est indéniable, c'est que ce livre se dégomme. C'est vraiment un page-turner. Si tu as lu un gros livre, que tu as envie de quelque chose qui se lit extrêmement vite, si tu as envie de pouvoir le lire dans les transports parce qu'il ne faut pas forcément se concentrer, franchement, c'est parfait. Mais j'ai plusieurs reproches à faire à ce livre. Alors d'abord, moi, ce qui m'a dérangé, encore une fois, ce sont des éléments qui, moi, me dérangent et qui m'ont dérangé, mais qui peuvent peut-être, à toi, soit que tu peux apprécier, soit qui peuvent ne pas te déranger. J'ai trouvé que ce n'était pas du tout crédible. Les personnages étaient très caricaturaux. Soit ils sont bien pensants, soit ils sont très limites dans leur réflexion, mais voilà, c'est finalement assez dérangeant de les entendre. Donc ce sont des personnages qui sont pas très agréables à suivre. Quand je dis pas très crédible, c'est aussi parce que tout est trop gros dans ce qui arrive. Simon est donc au cœur d'une enquête puisqu'on enquête sur lui, et il va partir lui-même en freestyle à la recherche de sa fille, à enquêter sur la mort d'Aaron, bref, le truc qui n'arrive jamais. Mais c'est surtout que il va se retrouver dans des choses complètement absurdes, grosses comme des maisons. Le dénouement est tout aussi aberrant, je trouve. Il y a une surenchère d'action. Il va se retrouver au cœur d'une fusillade, au cœur d'un gang. Enfin, bon, bref, ça s'enchaîne. Et donc moi, je sortais vraiment très très rapidement de cette lecture en levant les yeux au ciel et en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Heureusement que ça se lit, comme je le disais, super vite, parce qu'on passe très vite à autre chose. On a envie quand même de savoir ce qui arrive, ou en tout cas d'avoir le fin mot de l'histoire. Mais bon, voilà, en tout cas moi, un peu trop d'action, un petit peu trop de choses qui sont trop grosses pour être vraies, et qui m'ont sorti de ma lecture. Voilà. Bon, ça ne l'a pas fait, mais ça arrive. Voilà pour les livres de ce topo lecture. Et bien voilà, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout, que le plaisir de lire soit avec toi.